à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Comme tous les vendredis, nous vous proposerons en fin de journal un invité lié à l'actualité. Nous vous présenterons le nouveau directeur de l'hôtel Columbus, mais en attendant, voici les titres de votre journal. En ouverture, direction le Touquet où le souverain inaugurait la promenade des princes de Monaco. Nous reviendrons en principauté pour parler de la nouvelle édition de la Monaco Classic Week. Au chapitre culture, nous irons au Grimaldi Forum pour assister au gala russe. Et pour terminer, parlons gastronomie avec un dîner surprenant préparé par le chef Marcel Ravin. Et comme je vous le disais dans les titres, le souverain a inauguré la promenade des princes de Monaco ce jeudi au Touquet, en hommage à ses grands-parents et à son père qui ont passé autrefois des vacances dans cette station balnéaire du Pas-de-Calais. Dominique Poulain vous en dit plus. La visite du prince Albert au Touquet a fait l'objet de la plus grande attention par les services de la ville. Signe visible de cette visite d'État, le pavoisement aux couleurs monégasques. Des drapeaux rouges et blancs sont hissés à côté du drapeau tricolore, un peu partout en ville et principalement dans les artères commerçantes. Le souverain a répondu à l'invitation du député-maire de la ville pour inaugurer la promenade du bord de mer nommée Prince de Monaco. Sous un soleil radieux, le prince Albert est accueilli par l'Harmonie Jazz Band Touquet Paris-Plage et par des enfants d'une école de la ville. 75 élèves de CM1 et de CM2 de l'école Saint-Exupéry qui agitent des drapeaux français et monégasques au passage d'Albert, accompagnés du député-maire du Touquet, Daniel Fasquelle. Une grande première pour ces écoliers, ce n'est pas tous les jours que la municipalité accueille un chef d'État. Ils ont la chance de pouvoir assister en direct à la visite d'un chef d'État. Peu d'élèves en France ont cette chance. Eux sont tous informés de l'avenue du Prince. C'est un événement dans la ville du Touquet depuis au moins un mois. Et donc savoir qu'eux avaient le droit d'être en première ligne pour cette visite, c'était vraiment un grand événement. Et ils sont tous donnés dans le dress code du haut blanc pour pouvoir assister à cette visite. C'est vraiment une chance qu'ils ont. Ça fait partie de nos leçons d'instruction civique pour la République française. Apprendre aussi qu'il n'y a pas que des républiques dans le monde, c'est bien aussi. Et ce déplacement risque d'être un des événements les plus marquants de l'histoire du Touquet, couramment nommé la perle de la Côte d'Opale ou encore la station des 4 saisons. La station balnéaire de 5000 habitants, ouverte toute l'année et très prisée des Parisiens, des Anglais et des Belges, accueille plus de 30 000 personnes l'été. Le prince dévoile ensuite la plaque de la promenade du bord de mer en hommage à ses grands-parents et à son père qui ont passé dans les années 20 des vacances dans cette station du Pas-de-Calais. Des clichés rares rappellent cette période, comme ici, le prince régnait avec ses parents, le prince Louis II et la princesse Charlotte, ou encore le prince régnait ici avec sa sœur, la princesse Antoinette, qui s'attelle à modeler un château de sable. Cette digue promenade qui a été créée en 1921 n'avait pas de nom, assez bizarrement d'ailleurs, et nous sommes souvenus que les princes de Monaco venaient régulièrement dans les années 20 dans la station et qu'ils étaient présents ici au Touquet quand cette digue promenade a été inaugurée. D'où cette idée d'appeler cette digue promenade Prince de Monaco. Et cet hommage, c'est évidemment une référence au passé, mais c'est aussi la volonté que nous avons de construire à l'avenir des relations durables avec Monaco dans plusieurs domaines que nous avons esquissés avec le prince, dans le domaine de la protection de l'environnement, de la protection de la mer, de sa mise en valeur, de la mobilité, dans la prise en charge des enfants handicapés aussi, notamment de l'autisme. C'est un combat de la princesse Charlène et c'est un combat que nous menons ici également au Touquet Paris-Plage et puis du point de vue tout simplement du développement touristique de nos deux destinations. Donc vous voyez de nombreuses pistes aussi fructueuses pour l'avenir. Dans la foulée, le prince Albert descend sur la plage pour découvrir une exposition de photographies en noir et blanc consacrée à sa mère Grace Kelly et intitulée « L'ange de l'Amérique ». Une véritable galerie à ciel ouvert avec 100 clichés inédits qui s'attachent à la carrière cinématographique de la princesse et légendée par Grace Kelly elle-même. Élégance, beauté, raffinement, la princesse Grace fascine toujours et continue de passionner les cinéphiles et les amateurs d'histoires de princesses.
Et l'occasion pour Albert II de s'entretenir un peu plus tard avec Brigitte Aubert, l'actrice française qui a joué aux côtés de Grace Kelly dans La main au collet. C'est pas le prince que je viens voir, je m'en fous complètement. Moi, c'est le fils de Grace. C'est tout à fait différent. Et c'est très émouvant. Parce que vous avez tourné justement avec la princesse. Ben oui, bien sûr. Et il est très charmant, il est bien, il est intelligent, un homme de qualité. Ça me fait très plaisir. Et tourner avec la princesse Grace, qui est devenue princesse ensuite, est-ce que ça reste de bons souvenirs pour vous? Oh ben oui, c'était merveilleux. Puis elle était tellement adorable. Enfin, c'était une femme formidable. Oui, ça a été triste tout ça. Mais enfin, vous voyez, c'est rigolo de me retrouver là avec le fils comme ça, tellement d'années après. Je trouve ça très drôle. Le prince est très abordable pour les Touquetoises et les Touquetois. Certains sont sur place depuis 9h du matin pour avoir les meilleures places. Tous sont là pour voir, pour admirer le prince de Monaco. Pour certains, c'est un peu de rêve sous le soleil. C'est le cas pour Bérengère, qui chaque année passe quelques jours en principauté avec son mari et qui a tenu à le rappeler au souverain. Le prince est quasiment au milieu de la foule et certains, forcément, tentent d'en profiter. Le prince, lui, n'hésite pas à serrer quelques poignées de main. La visite d'Albert II au Touquet se termine à l'hôtel de ville pour la cérémonie officielle. Là encore, des dizaines de personnes sont présentes pour acclamer le souverain qui ne rechigne toujours pas à serrer les mains qui se tendent. Et quand un passionné de football est là avec un maillot de l'AS Monaco, le prince s'arrête quelques instants pour le dédicacer. À la mairie, Albert est accueilli cette fois par les élèves de CP et de CE1 de l'école Jeanne d'Arc. Dans la salle d'honneur, il évoque les vacances de ses grands-parents et de son père, le prince Régnier, dans la station balnéaire, avant de signer le livre d'or et de procéder à l'échange de cadeaux. Un tableau représentant un golfeur pour le prince, le symbole du Touquet, la médaille de la ville et un foulard en soie réalisé par une artiste locale. Dans son discours, le prince Albert exprime sa reconnaissance pour l'hommage qui a été manifesté envers sa famille. Merci. Retour en principauté avec cet événement majeur, la Monaco Classic Week, qui a donné son coup d'envoi ce mercredi. Et parmi les yachts de tradition, Alexandra Pani vous propose un coup de projecteur sur le navire, le Manitou. C'est un navire légendaire. Le Manitou, surnommé la Maison Blanche flottante, n'est autre que le voilier ayant appartenu à John Fitzgerald Kennedy. Construit en 1937, ce yacht bermudien atteint les 18,90 m de long. La première décision de Kennedy en tant que président a été d'acquérir ce bateau pour en faire son navire officiel. Il fut donc équipé de nombreux moyens de communication pour lui permettre de passer de longs moments à son bord. Il est également doté d'un coffre abritant un revolver d'alarme. Et autre particularité insolite, la salle de bain possède une petite baignoire nichée sous le plancher. En 1961, il a été surnommé la Maison Blanche flottante, tout simplement parce que le président passait la plupart de son temps sur ce bateau et non plus à la Maison Blanche. Le voilier a donc été équipé de nombreux moyens de communication pour qu'il puisse diriger le pays à son bord. On peut voir de nombreuses photos d'archives du président en pleine réunion de gouvernement sur le Manitou ou profiter tout simplement avec ses amis et sa famille. C'est en 2011 que 4 amis passionnés de la mer décident de le racheter. Manitou subit alors une nouvelle restauration, mais sans trahir son aspect d'origine. En fait, il y a 5 ans, je suis venue ici pour la Classic Week et j'ai découvert Twiga. Il était si majestueux. Quelque temps après, alors qu'avec un groupe d'amis, nous recherchions à acquérir un navire, nous sommes tombés sur Manitou. Ce n'était plus qu'une épave, mais je me suis dit qu'il avait quelque chose de Twiga, le joyau de Monaco. C'est cela qui m'a vraiment motivée à franchir le pas. C'est avant tout un bateau qui a été construit pour la course. Il a été dessiné à l'époque par l'un des spécialistes les plus réputés dans le monde, l'architecte naval Olin Stephens.
Il a été construit pour affronter des vents forts, plus forts qu'ici en Méditerranée. Il a une structure forte pour les vents violents, mais il est tout de même très performant sur des mers plus calmes, comme ici en Méditerranée. C'est aussi un agréable bateau de croisière. Souvent, ce genre de voiliers de course ne sont pas très confortables. Mais celui-ci a été bien pensé pour son premier propriétaire, un stockbroker américain qui appréciait les croisières. C'est réellement un bateau superbe. Je navigue à bord depuis 3 ans et c'est la plus merveilleuse des expériences. C'est fantastique, superbe, vraiment merveilleux. Aujourd'hui, Manitou continue sa carrière de voilier de course principalement en Méditerranée. C'est déjà la 3e fois que le public de la Monaco Classic Week peut l'observer dans le port monégasque. Et durant la Classic Week, ce ne sont pas simplement des régates, mais également de nombreux concours qui sont organisés en marge de l'événement, comme celui des chefs. Frédéric Elian vous en dit plus. Quand on parle équipage d'un bateau, on pense subitement au capitaine, au pilote ou au maître voilier, mais l'on oublie souvent que toutes ces personnes qui passent parfois des mois en mer mangent grâce à un chef présent à bord. Dans le cadre de la Monaco Classic Week, une épreuve originale leur est dédiée, le concours des chefs, ouvert aux équipages de tout type de bateaux. Un concours où le bio est à l'honneur avec un panier imposé, rempli de produits typiques de la cuisine méditerranéenne. Je suis très excitée à l'idée de débuter ce concours. Il est très bien organisé. Et puis il y a ce panier de produits méditerranéens. C'est un beau cadeau. J'ai plein d'idées en tête. Il ne reste plus qu'à cuisiner et à créer. Le homard est un peu le protagoniste principal du concours. Il y a le cognac aussi. Et j'ai vu du riz là, donc je vais faire un plat avec du riz. 12 chefs participaient à ce concours jeudi. Les plats doivent être réalisés à bord avant d'être présentés au jury à quai. Des plats dégustés et jugés par un jury composé de grands chefs de la principauté. Les chefs auront à réaliser une recette à partir d'un panier de produits entièrement bio. Donc il y aura du homard, du basilic, des produits laitiers. Donc ils ont tout un panier où ils devront nous surprendre par leur créativité. Les critères sur lesquels on s'appuie, c'est surtout l'originalité. Donc souvent sur ces bateaux, moi à chaque fois je suis surpris par l'originalité des chefs. Et lors d'éditions précédentes, je pense que certains chefs mériteraient même des étoiles. Ils ont un niveau de chef étoilé parfois. La remise des prix s'est déroulée dans la soirée en présence du prince souverain. 3e place pour Antonio Mandanici, 2e place pour Bénédicte Cochard, la chef du bateau Elena. Et c'est le chef Jonathan White qui remporte ce concours des chefs 2015. L'un des temps forts de l'année de la Russie aura lieu ce week-end. Il s'agit du gala russe au Grimaldi Forum. Les étoiles des ballets russes seront sur scène et vous allez pouvoir constater dans ce reportage signé Sandrine Nègre également le travail de Jean-Christophe Maillot. Shakespeare aurait sans doute aimé ce moment. Nous sommes au cœur de l'atelier des ballets de Monte-Carlo. 2 étoiles du ballet du théâtre du Bolchoï dansent sous le regard à la fois professionnel et bienveillant de Bernice Kopieters et Jean-Christophe Maillot, et pour cause, tous deux incarnent Roméo et Juliette qui figurent au programme du gala russe. Plusieurs heures de répétition où se mêlent concentration et bonne humeur. Des petits changements sont même apportés en direct par le chorégraphe de Roméo et Juliette. Je suis toujours un chorégraphe satisfait quand il y a un échange avec les danseurs et puis quand il y a une réponse surtout. Parce que finalement le chorégraphe demande toujours, mais il attend qu'on le surprenne aussi. Et là, en l'occurrence, avec Arthur et Olga, la surprise est grande. C'est ce qui rend, je crois, un peu mon travail spécifique, c'est-à-dire qu'évidemment que la chorégraphie en ce sens m'intéresse, mais elle est toujours pour moi porteuse d'un sens. Et ce que j'aime faire avec eux, et ce qu'eux aiment découvrir aussi, c'est ça, c'est cette espèce de concentration permanente sur chaque mouvement, sur chaque intention. Un peu quand on a une conversation, là, c'est très difficile de parler sérieusement de quelque chose si on pense à autre chose. Donc c'est cette
corrélation permanente entre la pensée et la danse, qui l'une suscite l'autre, et elles sont totalement interactives. Donc c'est vrai que j'aime bien aller dans tous les détails d'une main, d'une position, d'une attitude, parce que quand on a une attitude fausse, le discours passe moins bien. Donc c'est la même chose dans la danse. S'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment bien ressenti, ça passe à côté. Plus de 100 ans après les ballets russes de Serge Diaghilev à Monaco, la danse est donc à l'honneur lors de ces 2 jours de gala dédiés aux étoiles des ballets russes. Ces 2 danseurs connaissent bien Jean-Christophe Maillot pour avoir travaillé avec lui au Bolchoï dans le cadre du ballet de la Mégère apprivoisée. Vous savez, c'est une chance de travailler comme cela avec le chorégraphe. S'il y a des incompréhensions, des mouvements sur lesquels on a des doutes, si l'on ne parvient pas à avancer, on peut l'interroger directement. Nous savourons notre chance. C'est vrai que Monaco est un endroit merveilleux pour danser. Ce n'est pas la première fois pour moi. Et je remercie pour cela Jean-Christophe Maillot et ses équipes de nous accueillir. Nous vivons des heures de répétition si agréables. J'espère que nous aurons l'occasion de revenir. Extrait de Roméo et Juliette pour ce gala russe au Grimaldi Forum, la Mégère apprivoisée à Moscou, les liens qui unissent désormais les ballets de Monte-Carlo et en particulier Jean-Christophe Maillot au ballet du théâtre du Bolchoï s'intensifient au fil des mois. Je crois que ça confirme cette relation assez privilégiée que j'ai engagée avec ces danseurs russes, que j'ai découvert à l'occasion de cette création au Bolchoï, qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a des belles relations comme ça, il ne faut pas les laisser tomber. C'est une belle histoire qui est née, qui se poursuit. Oui. Est-ce que d'autres projets sont à venir avec des danseurs du Bolchoï ? Oui, il y a d'autres projets. Il y a un projet d'ailleurs, une création au Bolchoï 2017-2018 qui est en train de se dessiner. Et puis je crois qu'il faut laisser les choses se faire naturellement. C'est un dialogue. Alors les choses se passent le plus simplement du monde et quand ça donne un résultat comme ça, je suis ravi. Restons d'ailleurs dans le registre international pour finir, puisque l'agenda des ballets de Monte-Carlo pour les mois à venir sera marqué par de nombreux rendez-vous à l'étranger, comme en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, après bien sûr Cuba, du 30 octobre au 1er novembre. Parlons à présent de ce dîner particulier ce jeudi au Monte-Carlo Bay. À l'occasion des 10 ans de l'établissement, le chef Marcel Ravin avait préparé un menu surprenant pour un petit comité. Émilie Rousseau vous en dit plus. C'est dans les jardins méditerranéens du Monte-Carlo Bay, face à la mer, dans un décor très intimiste, que le chef étoilé Marcel Ravin avait donné rendez-vous à une vingtaine de convives. Un rendez-vous très particulier à l'occasion des 10 ans de l'établissement. Ce dîner baptisé « This is not a dinner » est une expérience culinaire exceptionnelle et unique. Comme son nom l'indique, ceci n'est pas réellement un dîner. Ici, Marcel Ravin a de nouveau fait parler son imagination débordante en bousculant les codes. On a voulu faire un dîner inversé parce qu'on s'est dit, bon voilà, le Bay il a 10 ans, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'incroyable et d'unique ? Et nous avons voulu faire un dîner inversé et nous sommes partis, parce que le Bay a 10 ans, sur 10 plats. Bientôt, et on remonte le menu en sens inverse. C'est vrai que dans un restaurant habituellement, on termine par les miniardises et le café. Effectivement, on aura cette sensation, du moins cette vision de miniardise, comme la fameuse tartelette caviar citron avec une guimauve d'eau de concombre pour rappeler la tartelette au citron. On travaillera sur un choco sans, mais ce sera une base de joue de bœuf à la truffe et au foie gras qui sera simplement laqué de cacao. Et tout le menu va monter comme ça crescendo. Il est 22h, à 22h05 je commence à dresser. En salle, personne ne se doute une seconde de ce qu'il se passe en coulisses. Les convives savourent et prennent des souvenirs des différentes surprises gustatives. Toi, tu mets ici l'espuma. L'espuma. L'émulsion. Vous saupoudrez. Luca, tu mets dedans. Vous commencez à travailler le manioc là, s'il vous plaît, sans mettre la truffe. Qui travaille le manioc? Anthony? Antonello, c'est toi. Avec Antonello. Vous me le travaillez délicatement, faut pas qu'il soit trop chaud. Laissez-le sur la grille en double. Hein.
Super, on a un point là comment pas Le lapsang, il est chaud. En cuisine, tout est réglé comme du papier à musique car la difficulté est de faire succéder 10 plats tous aussi élaborés les uns que les autres à l'image de celui-ci, composé de gamberoni, de palourdes ou de bulots, déposés sur des galets chauffés par la braise, puis rafraîchis à l'eau de mer infusée. On y a mis quand même pas mal de temps pour réfléchir et conceptualiser ce menu. Et aujourd'hui, bon, là c'est le premier, c'est ce soir. J'espère qu'il sera réussi et qu'ils le comprendront. Mais on est très heureux d'avoir pu au moins dépasser nos limites. Et tout le menu est intéressant parce qu'en même temps c'est un voyage aussi. C'est un voyage, on a ce sentiment de courir un peu le monde. Et c'est ce qui est intéressant. Tout au long de la soirée, le chef étoilé Marcel Ravin aura déstabilisé en jouant avec les sens et en attisant la curiosité. Une soirée d'exception qui restera assurément dans les mémoires et les palais des invités. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité monégasque. Nous avons donc rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés le directeur de l'hôtel Columbus, Bastien Anouilh. Bonjour. Bonjour Vanessa, bienvenue au Columbus Monte Carlo. Merci de nous accorder cet entretien. Alors, vous êtes le plus jeune directeur d'hôtel en principauté, à tout juste 31 ans. Vous avez déjà les rênes de l'hôtel Columbus. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur votre parcours ? Oui, donc j'ai un parcours relativement commun et atypique aussi. J'ai commencé ma carrière sur les plages de Cannes en tant que plagiste. C'est ce qui m'a donné le goût du tourisme et la passion pour cette industrie. Au niveau des études, j'ai un cursus de sociologie derrière moi. Puis j'ai fait le choix de me réorienter vers les études de management en tourisme pour les raisons que je viens d'évoquer. Puis c'est après une question d'opportunité, vous le savez comme souvent. Beaucoup de travail et d'investissement personnel m'ont permis de gravir les échelons de mon précédent établissement, le Méridien à Nice, jusqu'au poste de directeur commercial adjoint. J'ai ensuite eu la chance de rejoindre le Columbus Monte Carlo en 2011 et j'ai repris la direction il y a maintenant 5 mois, avec beaucoup de fierté. Alors quelles sont finalement les grandes lignes de votre feuille de route établie dès votre arrivée ? Alors on pourrait décomposer ma mission au sein du Columbus Monte Carlo en 2 grands axes. Le premier axe va concerner le directeur d'hôtel passionné que je suis. Il va être de repositionner le Columbus Monte Carlo comme un des tout meilleurs lifestyle hôtels d'Europe. Ça passe bien entendu par un ambitieux programme de rénovation sur lequel nous travaillons, mais aussi par un développement des équipes en place et une attention aux détails de tous les instants. L'autre axe de ma mission s'adresse elle plus au chef d'entreprise que je suis. Il va me falloir apporter une vision stratégique à l'établissement, avoir l'opportunité de rationaliser l'activité pour asseoir la croissance à long terme de l'établissement. Alors aujourd'hui, l'hôtel fonctionne sans restaurant, sans bar. On se souvient évidemment que cette fermeture avait provoqué une restructuration. Vous n'étiez pas là. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, en ce qui va concerner le climat social de l'entreprise, il est excellent. Et donc je profite de ce moment pour remercier chaudement les actuels représentants du personnel et le délégué syndical qui font un travail remarquable en interne et qui nous permettent d'avancer de manière très constructive sur tous les nouveaux projets. En ce qui va concerner les points de vente restauration à proprement parler, à l'heure actuelle, même si ce n'est pas un besoin fondamental pour notre activité, on ne ferme aucune porte. On réfléchit à toutes les options qui pourraient apporter une valeur ajoutée à notre établissement. Donc on peut peut-être envisager un futur restaurant, pourquoi pas ? Tout à fait, pourquoi pas, exactement. Allez, on rentre dans un sujet un peu plus léger, les petites anecdotes. Il paraît que David Coulthard, le pilote de Formule 1, se dit le papa du Columbus. Peut-on expliquer ? C'est tout à fait vrai. Le pilote de Formule 1, David Coulthard, a initié le projet Columbus Monte Carlo avec un autre associé écossais en 2001. Donc, pour cette raison, l'hôtel reste très connu d'une manière générale sur le marché britannique, mais dans le monde de la Formule 1 en général, c'est toujours un petit peu le quartier général des écuries et de nombreux pilotes. Vous avez beaucoup de clients issus de la Formule 1. Tout à fait, exactement. On a été assez chanceux pour être l'hôtel des vainqueurs pendant 4 ans de suite. Donc une sorte de superstition s'est même créée, puisque pour gagner le Grand Prix, il fallait vraiment séjourner au Columbus. Mais voilà, la présence de David Coulthard, son aura et son impulsion nous habitent tous toujours un petit peu.
Alors justement, en parlant de célébrité, est-ce que vous avez des exigences hors normes, des demandes particulières de certains clients? Oula, nos concierges pourraient vous en parler des heures. M'en vient 2 rapides en tête assez spéciales. La première, c'est un richissime client indien qui, le jour du Grand Prix, nous demande à 16h30 d'organiser une soirée pour lui sur son yacht pour ne serait-ce que 2000 personnes. D'accord. Donc voilà, challenge réussi par nos équipes. Une autre un peu plus insolite va concerner une riche cliente texane, propriétaire de ferme, qui, ayant vu nos vaches habillées de grosses cloches, a absolument voulu une cloche pour amener chez elle. Donc on a dû lui trouver ça en urgence avant son départ. Et ça a été trouvé. Et ça a été trouvé à Puget-Théniers, pas loin d'ici. Écoutez, avant de refermer cette interview, on le rappelle, vous êtes le plus jeune directeur d'hôtel en principauté. Finalement, que peut-on vous souhaiter aujourd'hui pour la suite? De la chance, d'une part, bien entendu, on en a besoin. Et puis du succès tout simplement dans cette aventure qui est formidable et pour laquelle je suis, je dois le dire, très bien entouré par des équipes en place qui sont exceptionnelles. Merci beaucoup, Bastien Hanouilh, de nous avoir accordé cet entretien ici même au Columbus. Merci évidemment aux équipes techniques de Monaco Info et on se quitte sur la météo. Très bon week-end à tous. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Samedi, du soleil au programme avec des températures allant de 20 à 26 degrés. Dimanche, détérioration du temps avec un risque d'averse par moment et un thermomètre à la baisse. Lundi, nuages et averses toujours avec un mercure stationnaire mais assez agréable. Et enfin mardi, retour du soleil avec une maximale de 24 degrés. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.